Sunday Night Production. La Maxi Race et les championnats d'Europe de trail viennent de se terminer et on débrief de ses performances hors normes avec Adrien Séguré, sélectionneur de l'équipe de France de trail. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Annecy, surnommée pour le week-end capitale européenne du trail. Dans cet épisode, proposé en collaboration avec Iron.fr, nous allons revenir sur les temps forts de ce week-end où nos compatriotes français se sont particulièrement distingués. Et dans la seconde partie de cette émission, nous vous proposons une rencontre exclusive avec deux figures emblématiques de l'Ultra Trail, Mathieu Blanchard et Camille Bruat. Cet épisode s'annonce donc exceptionnel et pour débuter cette première partie, j'ai le plaisir d'être avec Adrien Séguré qui va nous partager son expertise sur la course, entraîneur et sélectionneur de l'équipe de France. Il est également ambassadeur Iron.fr. Salut Adrien, comment est-ce que tu te sens après ce week-end très intense en performance mais aussi en émotion, j'imagine? Salut Guillaume, salut à toutes et tous. Ça a été un week-end extraordinaire, où le week-end rêvé, où toutes les planètes s'alignent. Voilà, il y a des jours comme ça, il y en a très peu, mais on a eu la chance d'avoir des athlètes qui ont sorti la course le jour J. Donc du coup, des championnats d'Europe off-road incroyables, que ce soit sur la course de montagne comme en trail. Ça a été vraiment de très 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 belles performances. C'est vrai qu'on a été gâtés cette année, c'est incroyable, hein, c'est vraiment une domination, on va revenir un petit peu sur tout ça. Cette semaine, Annecy était vraiment en ébullition parce que pour la première fois, la ville a simultanément accueilli deux grands événements sportifs. 9 ans après les championnats du monde, la Maxi Race s'est à nouveau trouvée sous les projecteurs internationaux avec le championnat d'Europe de course off-road, parce que maintenant il faut dire off-road je crois, hein, et de montagne running. Dans le cadre de ces championnats européens, une multitude d'épreuves étaient proposées, attirant les meilleurs athlètes de nombreux pays, même beaucoup de délégations européennes ont fait le déplacement, ça fait plaisir. Avant de plonger dans les résultats, est-ce que tu peux nous donner peut-être un aperçu de cet événement et nous aider peut-être à mieux comprendre l'envergure de ces championnats d'Europe, son impact et surtout ces épreuves, parce qu'il y a plusieurs épreuves, je crois savoir, et c'est pas forcément très clair pour nous tous. Ouais, c'est les championnats d'Europe off-road. En fait, off-road, ça regroupe du coup la course en montagne et le trail running. Donc du coup, on a eu le vendredi déjà les courses verticales. Donc les vertical race. Le vertical ne veut pas dire KV. C'est-à-dire qu'en fait, le KV, c'est 1000 mètres dans le plus raide possible. Une verticale, on approche des 1000 mètres, mais on a un dénivelé qui permet de tout courir. Donc là, on est sur des top athlètes. Hein. Bien sûr que tout le monde ne courrait pas sur ces pentes-là, mais on a en fait la possibilité de vraiment courir. Donc il y a la verticale qui a eu lieu le vendredi avec les championnats d'Europe seniors, hommes et femmes, championnats d'Europe U20, donc junior, hommes et femmes. Le samedi, on a eu la journée trail. Donc ça a été championnat d'Europe, c'est pas comme championnat du monde. Championnat du monde, il y a 2 formats. Championnat d'Europe, il y a un seul format. Donc c'était un format mixte, là avec 58 km et 3500 mètres de dénivelé positif. Donc on a eu ce format-là, hommes et femmes, le samedi et le dimanche. Donc course en montagne, donc là c'est up and down, 17 km pour les seniors, hommes et femmes. Et le up and down junior avec un 6 km, pareil, donc une montée, une descente sur ce matin. Alors Adrien, pendant longtemps, les championnats fédéraux sur trail étaient un peu délaissés par les meilleurs athlètes mondiaux qui privilégiaient souvent les circuits privés comme peuvent l'être les épreuves du Golden Trail Series ou les courses by UTMB. Cependant, ces dernières années, on observe quand même un regain de popularité de ces championnats avec de plus en plus de grands noms du trail qui s'y intéressent. Selon toi, pourquoi ces championnats ont eu un démarrage assez timide ? Et qu'est-ce qui a contribué à cette montée en popularité soudaine maintenant ?
Je ne sais pas si j'ai la réponse vraiment de savoir qu'est-ce qui a fait vraiment monter ces championnats. Après, on voit en fait qu'il y a vraiment un engouement en fait pour ces championnats au niveau français, mais au niveau aussi international. On a des athlètes, en fait, on le voyait encore ce matin sur la course en montagne, des athlètes qui sont des anciens vainqueurs ou des vainqueurs sortants en titre du Golden Trail Series au général, du Skyrunning, de Sierzinal, de toutes ces courses-là. Donc ils sont là, ils sont bien présents sur la course en montagne, sur le trail, et je pense qu'on a vraiment cet engouement là-dessus. Après, c'est un petit peu le monde attire le monde, c'est-à-dire que du coup on va avoir des bons coureurs qui vont venir, ils représentent leur pays, ils font rêver, ça l'attire d'autres, ils se disent mais pourquoi pas moi, et du coup ça permet d'avoir un super plateau en fait là-dessus. Donc moi je le vois sur la partie France. On a du coup maintenant une équipe qui fait rêver, c'est-à-dire une équipe avec une ambiance extraordinaire qui fait qui fait rêver tout le monde, où les gens ont vraiment, les coureurs ont vraiment envie de rentrer en fait dans cette équipe. On a du renouveau également, donc ce qui montre aussi qu'en fait rien n'est impossible, et d'autres athlètes peuvent vraiment rentrer dedans. C'est pas du tout une équipe fermée à des cadres, mais vraiment les portes sont ouvertes, et moi c'est mon rôle aussi, c'est de surveiller toute l'année un petit peu ce qui se passe ailleurs, comment de les intégrer sur des stages pour pouvoir justement commencer à les voir, à voir un petit peu ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils sont capables de donner pour le groupe, pour l'équipe. Ça c'est vraiment super important, parce que côté français, si on a autant de résultats, il y a aussi cette envie de partir vraiment en mission pour l'équipe, et pas jouer un div en fait. Et ça c'est un atout qui est impressionnant, qui est impressionnant et super important en fait pour des championnats, et je pense que c'est ce qui nous donne une force supplémentaire en fait par rapport à d'autres équipes. Justement, comment se passe la sélection? Parce que alors nous, je sais que tous les deux on vient plutôt du monde de la piste et de la route, et il y a les minima, tu vois, pour être sélectionné en équipe de France, donc il faut réaliser des minima. Maintenant il y a le ranking aussi. Sur les courses de trail, j'ai plus de mal à comprendre comment vous allez sélectionner les athlètes. Nous, en fait, on ne peut pas avoir de minima. C'est-à-dire qu'il est impossible de mettre en fait une certaine allure, par exemple, à tenir sur un trail. Chaque trail est différent. Un trail d'une année sur l'autre est différent, parce qu'il peut y avoir des changements de parcours, parce que la météo n'est pas la même, parce que le terrain n'est pas le même. Donc, en fait, il peut y avoir plein de choses qui diffèrent. Donc, le côté minima est impossible. Après, on pourrait, oui, se dire on le fait au ranking. Sauf qu'en fait, au ranking, il y a beaucoup, en fait, c'est très difficile de coter en fait un trail, dans le sens où il y a tellement de facteurs qu'il est très très difficile, même si on a l'index ITRA, l'index UTMB. Mais en fait, on a des coureurs qui sont, surcotés, d'autres sous-cotés, en fait, et c'est absolument pas, en fait, pour nous, c'est absolument pas fiable. Déjà, même moi, en tant que journaliste, quand je regarde la cote UTMB, elle est incompréhensible. Enfin, il y a des choses, il y a des absurdités qui sont... c'est des fois, on se demande comment est-ce qu'il les calcule, quoi. Voilà, la cote UTMB, je suis désolé, je la regarde même pas. mais ça m'intéresse absolument pas. Après, il faut voir aussi le trail. Ça peut être un trail quasi plat, un trail en montagne. On parle de trail. Donc, on a des profils de coureurs totalement différents. C'est comme si en vélo, on a des grimpeurs et des sprinteurs. On ne va pas chercher au ranking. On a un championnat, je ne sais pas, qui va être ultra montagneux, et se dire oui, mais par exemple on a Arnaud Demar qui est très très bien placé au ranking, on le prend. Et non, parce qu'Arnaud Demar c'est un excellent sprinter, mais il n'a rien à faire en fait sur une étape de col. Donc c'est un peu la même chose. Donc nous, on ne va pas tenir compte de ça. Par contre, on va essayer de préparer en fait, de monter en fait une course de sélection qui soit la plus proche possible de la course de championnat, pour pouvoir justement sélectionner sur les bons profils, sur le profil en fait qui va être performant le jour du championnat. Donc ça, on essaie de le mettre en fait sur le championnat de France. Pourquoi ? Parce que ça permet aussi d'avoir un championnat de France qui va être relevé, où les coureurs ont envie d'aller. Pourquoi ? Parce qu'ils vont jouer 1, le titre champion de France, 2, une sélection d'équipe de France. Donc du coup, on vient rassembler sur les championnats de France un petit peu le gratin pour pouvoir avoir une sélection. En même temps, on crédibilise aussi le travail fédéral, les championnats de France, donc tout le monde y gagne.
Et du coup, comment est-ce que ça se passe? Vous allez sélectionner les 3 meilleurs coureurs parce que voilà, je sais dans le monde fédéral, il y a un peu de vision. Par exemple, sur les courses sur route, le demi-fond, c'est souvent le chrono qui prime. On va chercher celui qui a fait le meilleur temps sur marathon. On ne va pas chercher à comprendre. C'est celui qui a fait le meilleur. C'est vraiment la méritocratie qui va primer. Sur le sprint, ça peut être un petit peu différent. C'est qu'il y a les épreuves de relais et tout. Et là, il y a des fois des bizarreries où on ne comprend pas pourquoi cet athlète a été sélectionné plutôt qu'un autre. Et c'est vrai que des fois, ça peut être assez frustrant pour nous, les spectateurs, les passionnés, de se dire mais pourquoi est-ce qu'on va se priver de ce talent-là? Voilà. Et puis, alors, l'un des côtés positifs, c'est que cette sélection d'équipe de France, maintenant, elle intéresse. Donc, du coup, aussi, il y a des athlètes qui veulent y participer. Ce qui était, voilà, alors c'est plutôt une bonne chose. Ça prouve la bonne santé de ce championnat. Mais ça peut créer aussi des frustrations pour les athlètes, mais aussi pour le public. Donc, comment est-ce que vous c'est plus l'approche route, c'est la méritocratie première, ou c'est plutôt la cohésion comme dans le sprint? J'ai envie de dire les deux. Et en fait, nous, ce que l'on fait, c'est que quand on choisit le jour de championnat de France, la course de sélection, ensuite on écrit les modalités de sélection. Les modalités sont publiées et sont publiées sur les réseaux sociaux et sur le site de la Fédération française d'athlétisme. Le site de la FFA, elles sont présentes en fait, on était tout le temps. Donc tout le monde, si on tape même sur Google modalité de sélection, championnat du monde, championnat d'Europe, de suite en fait on tombe sur la page FFA. Maintenant, quand on a en fait ces données, là je vais vous reprendre par exemple les modalités pour ces championnats d'Europe. On avait modalité champion du monde sortant. Donc les champions du monde de Innsbruck étaient qualifiés d'office. Donc là, on avait clairement Clémentine Geoffrey, chez les filles, qui a été championne du monde de trail court. Sur le trail long, Marion Delespierre. Et chez les hommes, on avait champion du monde de trail long, Benjamin Robiol. La chance d'avoir 3 champions du monde quand même en France. Marion Delespierre, bien sûr, a laissé sa place parce qu'elle devrait accoucher là. Bonne nouvelle, voilà. On lui souhaite d'ailleurs tout le meilleur. Voilà, ça se passe, elle a une grossesse extraordinaire et ça se passe très très bien. Elle nous a envoyé des messages de son canapé devant la télé en train de regarder les copines et les copains au championnat d'Europe, donc c'était super. Ensuite, on avait le et la championne de France qui passe d'office également. Donc là, on a déjà 2 sélectionnés sur les 4, enfin sur les 4 plus 1, parce qu'on a un remplaçant également. Et ensuite, c'est sur résultat du championnat de France et sur potentiel de l'athlète. Donc ça signifie qu'en fait... Donc il y a quand même un côté arbitraire. Voilà, on peut avoir un côté arbitraire aussi. Ouais. Et c'est là aussi où on peut avoir le côté où on voit en fait un coureur qui peut ne pas être très près au moment des championnats de France parce qu'il y a eu une blessure, parce qu'il y a eu quoi que ce soit, mais qui est ultra important pour le collectif, ou quelqu'un qui peut avoir aussi un état d'esprit, je ne sais pas, qui ne va pas par exemple du tout avec le collectif. Donc voilà, je pense que c'est ces choses-là que l'on va tenir compte, et c'est plusieurs facteurs en fait que l'on va tenir compte pour pouvoir faire la sélection, bien que cette année on a pris les premiers du championnat de France. Oui, vous n'avez pas. Bon, après, c'est vrai qu'on l'a vu, la cohésion elle est très importante, et on a vu, là on le voit avec le nombre de podiums et de classements par équipe, ça a joué très très fort. Après, c'est vrai que moi, à titre personnel, parce que je suis un passionné, c'est toujours très dur pour moi. Voilà, la méritocratie, c'est quand même important. Les chronos, c'est le juge de paix. Je suis très content d'être dans un sport où on n'a pas de juge. Tu vois, c'est pas comme la boxe, c'est pas comme le patinage artistique. Avec toutes les dérives qu'on peut avoir, nous, c'est le chrono qui parle. Et c'est vrai que pour moi. Mais après, j'ai pas les contraintes et effectivement la cohésion. Donc, je comprends ce positionnement. En tout cas, cette année, nos Bleus, ils ont brillé sur le parcours alpin. Ils ont remporté tous les titres, mais aussi occupé quasiment toutes les places du podium. Samedi, sur l'épreuve de trail de 58 km et les 3500 mètres de dénivelé positif, les Français ont littéralement survolé la course, remportant 4 titres, mais aussi toutes les médailles individuelles. Adrien, est-ce que tu t'attendais à une telle razzia de médailles ? Non, bien sûr que non. Bien sûr, j'avais une confiance énorme en fait, dans ce groupe parce que on l'a vu déjà en stage de préparation, on avait un groupe extraordinaire et tout le monde était ultra investi, même les remplaçants à qui on doit beaucoup également, qui du coup ont joué le jeu jusqu'au bout, à rester prêts, c'est-à-dire Thibaut Garivier et Candice Fertin. Et ils sont restés vraiment prêts jusqu'au bout, ils pouvaient intégrer l'équipe à n'importe quel moment s'il y avait un problème. On avait un super groupe et un gros niveau. Maintenant, de là à penser qu'on allait faire 1-2-3, 1-2-3, c'est impossible. Enfin, ça serait non, on peut pas. Il faut rester. Enfin, il faut quand même rester un petit peu lucide là-dessus. Mais là, c'est la réalité dépasse souvent la fiction. Hein. Ouais. Non, franchement, clairement,
on s'est écrit des scénarios, on a discuté de scénarios de course. C'est à chaque fois quand on écrit un scénario de course, c'est un peu le scénario rêvé. Mais de là à dire qu'en fait tout allait se réaliser exactement comme il était marqué sur le papier, c'était quand même incroyable. Après, c'est vrai que du coup, les filles, ça s'est détaché très rapidement en fait, et on a vite compris que ça allait être réglé assez rapidement. Pour les gars, moi jusqu'à la fin où ils arrivent au dernier kill, voilà, j'étais toujours tendu, tendu dans le bon sens, parce qu'au pire, on faisait 1-2-4, donc c'était pas non plus mauvais. Mais de là à aller faire en 2-3, j'ai quand même attendu vraiment la fin pour être sûr en fait qu'on n'ait pas oublié une info, qu'on n'ait pas loupé quelque chose, quoi. D'autant plus qu'il y avait quand même pas mal de densité. Voilà, il y a beaucoup de pays qui étaient représentés. Ça fait vraiment plaisir de voir que toutes les fédérations européennes, la plupart ont vraiment joué le jeu et ont mis les moyens, parce qu'on a vu des belles équipes, des belles délégations. Alors on avait annoncé Tom Evans, malheureusement qui n'a pas pris part. John Albon aussi, même si il avait annoncé quand même pas mal de temps avant qu'il allait faire l'impasse. Mais quand même de beaux coureurs, du côté des Italiens notamment, des Espagnols, on avait quand même une belle densité. Si on s'en tient justement au classement, au ranking, on n'était pas favoris. Et les favoris étaient les Italiens. Ils étaient devant nous. Et donc c'est vrai que quand j'ai eu l'organisateur, moi, quelques jours avant, on en discutait avec Stéphane Agnoli, et Stéphane me dit mais j'espère que vous ferez une belle course, mais vous n'êtes pas favoris en fait, même pour l'équipe. On ne parle même pas d'individuel, même pour l'équipe. Donc là, aller faire une radia comme ça, c'est quand même dingue. Mais il y a des grands coureurs. Après, c'est vrai que presque de faire 1-2-3, 1-2-3, on pourrait nous reprocher de dire mais il y avait pas de niveau. En fait, c'est pas ça. En fait, le truc, c'est que quand on prend vraiment les temps qu'ils ont fait, les chronos qu'ils ont fait, les courses qu'ils ont fait, en fait, on s'aperçoit juste qu'en fait, les Français ont sorti la course. En fait, ce jour-là, ils ont tous sorti la course, et c'est tombé sur tout le monde, où ils ont répondu présent le jour J en sortant la course que tout athlète rêve de faire, quoi. Mais quand on regarde un peu tous les talents qu'on va avoir sur le circuit trail, que ce soit long, court, quand on voit aussi aujourd'hui la domination française, alors même si on n'est pas dans le top ranking, est-ce qu'aujourd'hui on peut quand même pas dire, avec tous les talents qu'on a sur la course off-road qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on peut pas dire quand même que la France, c'est la plus grande nation de la discipline, à l'image des Norvégiens sur le biathlon, des Américains sur le basket? Est-ce qu'aujourd'hui on doit rougir de ça? Est-ce qu'on peut pas l'assumer une fois pour toutes? C'est quand même rare qu'aujourd'hui on arrive. Là, ce qu'on a fait ce week-end, c'est une belle démonstration de force. Je pense qu'on a le droit à un moment donné, on a le droit de dire la vérité aussi. On est au championnat du monde l'an dernier, on est élu meilleure nation mondiale. Là, on fait un carton plein sur les Europes. On a beau dire oui, mais c'est pas l'UTMB. Ah bon, mais l'UTMB, pourtant, l'an dernier, il y a 5 Français dans les 10 premiers. Donc, qui est capable de dire non, en fait, la France n'est pas du tout la meilleure nation? Je suis désolé, les chiffres parlent. Et à un moment donné, voilà, on a cette fierté, et il faut être fier de ça aussi. Et les athlètes peuvent être fiers d'eux et fiers de représenter la France, parce que ils représentent une nation très très forte. Et comme on en rigolait hier, quand on voit en fait le carton qu'il y a là, on se dit mais il est presque plus difficile de se qualifier en équipe de France que d'aller faire une médaille aux Europes, quoi. C'est vraiment parce qu'en fait on a un réservoir qui est extraordinaire. Comme le Kenya au marathon ou sur piste, quoi, où on est confronté, qui on prend. C'est des problèmes de riches. Mais voilà, mais je suis très 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 heureux d'avoir ces problèmes de riches. Alors chez les filles, c'est Clémentine Geoffroy qui est championne du monde de trail court, s'est imposée en 5h44 devant Blandine Nirondelle en 5h53. Adeline Martin en 5h56. Les Bleus s'offrent également le titre par équipe avec Julie Roux qui a pris la 4e place. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur la course de nos Françaises? Tu nous l'as dit, elles ont très vite plié le match. Elles ont pris le lead d'entrée. Moi, j'étais au kilomètre 3. Au kilomètre 3, je vois déjà passer Blandine et Julie dans la roue d'entrée. Et c'était clairement la stratégie. Blandine voulait accélérer de suite. Et pour essayer justement je ne vais pas dire de plier la course, mais déjà de pouvoir faire la course en tête et gérer en fait sa course. Donc, on a eu toutes les deux qui sont parties. Juste derrière, vraiment en contrôle, Adeline, Clémentine qui avait besoin de se rassurer un petit peu, donc qui est partie un peu prudemment en fait, parce qu'elle avait manqué de repères en fait, parce qu'elle n'a pas fait le championnat de France, Clémentine, donc elle manquait un peu de repères, elle a été blessée, donc partie un peu plus prudemment. Et en fait dès le 16e kilomètre, le pied de la deuxième grosse bosse, là où on s'était dit que la course allait commencer là réellement, où c'est à ce moment-là qu'on allait commencer à appuyer, Blandine a pris un peu les devants, elle avait 2 minutes. Et derrière, de suite, en fait, les filles se sont rassemblées.
Du coup, voilà, Clémentine, Julie et Adeline, elles se sont rassemblées et là, du coup, elles ont tapé un gros coup parce qu'en fait, elles ont monté la côte ensemble. Et après, il y avait 8 km un peu roulant, mais un peu pénible en fait. Et justement, c'était à ce moment-là où il fallait pas être seul. Et là, elles ont été toutes les trois, elles ont pris des relais, elles se sont entraidées. C'était vraiment l'entraide pour la France. Et en fait, ça les a propulsées très très haut. Et donc, du coup, elles se sont vraiment servies les unes les autres en fait. Elles ont vraiment remonté un petit peu sur Blandine. Et après, une fois que la course est pliée par équipe, c'était aussi maintenant à chacun sa médaille. Donc, c'est le sport aussi, hein, c'est le sport. C'était la consigne. Un titre de championne d'Europe, ça se refuse pas. Hein. Non, ça se refuse pas et c'est du respect aussi. Ah oui, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai horreur des arrivées main dans la main. Voilà. Alors j'aime bien le symbole, je trouve ça très beau, très tout ce que vous voulez. Je suis ému, comme moi je vois ça, je suis ému. Mais le sport, c'est le sport. Et il y a un public, il y a des spectateurs, il y a des gens qui travaillent, il y a une équipe. C'est ça, c'est le meilleur qui doit gagner, c'est ça qui est juste. Le meilleur doit gagner, c'est du respect. Quand on dit les bons comptes font les bons amis, c'est ça aussi. Ça peut provoquer en fait des problèmes dans les amitiés aussi derrière, de dire oui, non mais moi je t'avais laissé gagner, mais si et là. Et puis c'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il y a toujours un gagnant. Toutes les courses, on l'a vu à la Diagonale des Fous quand on avait, tu vois, Ludo. Dans les médias, on va toujours sortir l'un plus que l'autre. Donc c'est pas vrai de dire, il peut pas avoir de gagnant, c'est pas possible. Non, c'est pour ça que là voilà, c'était le jeu. C'était justement on joue l'équipe et après c'est chacun sa médaille. Et là du coup. Voilà, Clémentine arrive à revenir sur Blandine et c'est pas Blandine spécialement qui coince, mais Clémentine fait une deuxième partie de course extraordinaire alors que c'était ça quand même sa première sur la distance. Hein. Elle n'avait jamais dépassé 45 km, hein, donc du coup elle angoissait aussi par rapport à la distance. C'est pour ça qu'elle voulait partir un peu plus calme en se disant mais j'ai peur vraiment de faire un popcorn à la fin et vraiment d'exploser total. Et c'est vrai qu'après, à partir de Menton, au dernier ravitaillement, quand elle voit qu'en fait elles sont pas loin et même au passage elles se checkent en fait au passage, donc elles sont copines, elles se sont toutes checkées en fait les trois premières parce que c'était un petit aller-retour au ravitaillement. Et là dernière bosse, c'est Clémentine qui passe, qui fait une grosse descente parce que c'est une très très grosse descendeuse en fait derrière. Et là je défie quand même beaucoup de filles du coin d'aller tenter les coms de la descente en plus dans ces conditions, mais elle fait une très très grosse descente et elle mérite une très très belle victoire qui va la remettre en confiance extraordinaire. Et puis Clémentine, c'est championne de France l'an dernier, championne du monde en titre, championne d'Europe en titre. Enfin, dans le palmarès, c'est incroyable. Et justement, j'aimerais qu'on se penche un instant sur le profil de Clémentine parce que c'est pas forcément la coureuse la plus connue du grand public. Évidemment, dans le milieu spécialiste, elle a fait ses preuves largement. Elle court pas depuis hier, mais c'est vrai que sur le grand public, c'est pas forcément la plus connue. Elle a commencé sa carrière sportive pas en course à pied, mais dans le monde du kayak. C'est assez surprenant. Elle a même concouru à haut niveau. À 23 ans, à la suite d'un déménagement pour ses études qui l'a éloignée de l'eau, elle a découvert presque par hasard le trail running. Depuis 2017, elle a fait une entrée assez remarquée dans ce sport. Première victoire sur le 26 km, donc des formats plutôt courts sur le trail du Ventoux. En 2023, elle continue sur sa lancée et elle remporte les championnats du monde de trail court. La MCC aussi à Chamonix l'année dernière. Cette semaine, le titre de championne, la médaille d'or, la titre de championne d'Europe de cross, devant une certaine Blandine Lirondelle, quand même, excusez du peu, hein, c'est quand même là on est sur le top niveau mondial. Est-ce que tu penses que Clémentine elle est en train d'atteindre un peu son plein potentiel là en ce moment? Est-ce qu'on va entendre de plus en plus parler de Clémentine dans les années à venir? Elle va faire parler d'elle, c'est sûr. Après, c'est quelqu'un en fait qui est très discrète. Clémentine qui est assez timide, qui est très discrète et qui en fait pas d'état. Et c'est là aussi où c'est quelqu'un de très très attachant. Une fille assez sensible et qui ne veut pas spécialement s'exposer, mais qui fait parler son talent. En fait, quand il faut, et en général, elle répond toujours présente dans les grands rendez-vous. Elle en fait pas beaucoup, elle fait pas beaucoup de courses tout le temps. Elle fait pas beaucoup de bêtises là-dessus, et c'est vrai que du coup, elle répond présent quand on a besoin d'elle, quand elle sort le grand jeu. Et je trouve que elle a la meilleure réponse à chaque fois, et c'est là où elle est vraiment impressionnante, c'est que on n'en entendra pas parler hors résultat. Mais par contre, elle sait se faire voir au bon moment. Après, maintenant, j'espère que l'avenir va lui réserver de très très belles choses parce qu'elle le mérite profondément. Mais elle va aller justement un peu plus sur le long ou elle va rester un peu sur les formats plutôt courts?
Pour l'instant, il n'y a pas d'envie pour elle d'aller vraiment sur du long. Je pense que le long n'est absolument pas une fin en soi. Le court est même des fois plus relevé que le long. Oui, même voilà. là. Quand on regarde un Sierzinal, quand on regarde des choses comme ça, ou même à Zegama. Voilà, aux Zegama. Il est même plus relevé. Enfin, je veux dire, la densité, en tout cas, elle est plus importante. Bien sûr, et le championnat comme ça. Donc en fait, il y a pas du tout, c'est pas du tout une fin en soi d'aller sur le long. Et pour l'instant, je pense pas qu'elle ait du tout envie d'aller sur de l'ultra. Alors, chez les hommes, c'est l'Isérois Thomas Cardin qui a fait sensation en terminant la course en 4h58, remportant ainsi son premier titre dans un grand championnat international. On est très content pour lui. Thomas, pareil, c'est peut-être pas forcément le nom le plus connu du grand public, mais il excelle sur 50 et 100 km où il se classe parmi les meilleurs du monde. Un petit peu à l'image de Clémentine, c'est vrai qu'on a des profils qui sont assez similaires. Justement, est-ce que tu pourrais aussi nous présenter Thomas, nous parler un petit peu plus de ses qualités qui le distinguent dans ses compétitions, même si on l'a déjà vu briller sur la Saint-Élion, sur des courses plus emblématiques, mais voilà, pour les gens qui sont peut-être un petit peu moins experts du trail, tu sais que nous on est écoutés par tous les coureurs, on ne fait pas de différence. Nous, à partir du moment où on court, on est un coureur. Voilà, est-ce que tu veux nous présenter un petit peu plus Thomas et nous en dire un peu plus sur lui? Ouais, Thomas, c'est quelqu'un, c'est un peu, il passe partout en fait, que ça soit que ça soit sur le plat. Cet hiver, il a gagné des crosses. C'est vraiment en fait quelqu'un qui va bien partout, qui a une super foulée. C'est quelqu'un qui va être discret. Et quand on voit un peu toutes les études qu'il a fait, tout ça, quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules, quelqu'un de très intelligent, qui va pas être beaucoup pareil à se montrer à droite à gauche ou sur les réseaux, quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui est, à chaque fois qu'on lui pose la question ou quand on lui propose une interview ou si elle est là, il dit mais pourquoi le faire? Est-ce que ça me fait courir plus vite ou pas? Donc il me dit moi je veux juste courir vite. Après le reste je m'en fous, je veux juste courir vite. Et donc c'est vraiment quelqu'un qui est un peu dans son monde là-dessus, qui est paraît très très attachant. Ils vont très bien ensemble justement avec comme champion justement Clémentine et Tom. Et c'est vrai que du coup Thomas c'est quelqu'un qui a d'énormes capacités mais qui manquait une grande victoire. Et c'est vrai que même la veille au soir on en discutait encore avec Thomas et à l'hôtel, et il me dit il m'en manque une, et à chaque fois je me fais prendre par l'émotion parce que c'est quelqu'un de très intelligent mais qui des fois en fait vrille un peu en course, qui va se faire prendre par l'émotion et qui va pas adopter la bonne stratégie alors qu'en fait il a les qualités physiques pour pouvoir faire très 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 bien. Et là en fait c'était vraiment ça, c'était pour lui sa mission dans cette course, sa concentration, c'était comment arriver à garder ses nerfs, comment arriver vraiment à rester posé, à rester patient pour pouvoir en fait prouver après par la suite et aller chercher le grand titre qui lui manquait. Il a fait ça de manière vraiment de main de maître en fait hier. Et c'est vrai que même à 16-17 km de l'arrivée, quand je le vois en tête avec Benjamin, qui voit qu'ils ont distancé Thomas Roche et ça va être un des deux qui va gagner, j'ai dit comment ça va les gars? C'est bon, on a fait le taf ensemble. C'est le seul truc qu'il m'a dit. Et donc du coup là derrière il a expliqué. Incroyable. Adrien, je te propose qu'on passe maintenant au débriefing de la Maxi Race, puisque en plus des championnats d'Europe, on a eu le droit ce week-end à une édition assez exceptionnelle de la fameuse course qui fait le tour du lac d'Annecy par les montagnes. D'ailleurs, avant de parler de performance, je te propose qu'on prenne un petit instant pour parler du parcours, de ses spécificités, parce que 93 km, 5000 mètres de D+, c'est à première vue, c'est pas forcément l'ultra le plus... il peut être perçu comme étant assez accessible et roulant. Pourtant, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est un tracé très exigeant. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi, sur ce parcours? C'est un tracé exigeant, oui, parce que c'est un tracé qui ne permet absolument pas de temps mort, en fait. C'est-à-dire que du coup, on est toujours en prise. Si à un moment donné, le dénivelé n'est pas trop important, ça va être des portions de relance, de tout, en fait. Et c'est un parcours qui est en prise tout le temps. Et là, en plus, les conditions météo ont fait que... Alors, il n'a pas plu hier pendant la course. Par contre... ça fait 2 mois qu'il pleut ici et les conditions étaient vraiment horribles, et c'est vrai que horrible dans le sens où il y avait beaucoup de boue et ont rendu en fait la course musculairement beaucoup plus difficile, et le coût énergétique a quand même été plus élevé qu'à l'habitude en fait sur cette course, quoi. Et moi quand je suis arrivé ici, je me suis dit mais attends, est-ce que je suis à Plouay là, c'est les France de cross ou c'est la Maxi Race? En plus l'année dernière, moi il faisait super beau, très chaud. C'est vrai que là c'était incroyable, beaucoup de chutes d'ailleurs autour dans la course malheureusement. Alors cette année le plateau était particulièrement relevé avec la présence de ce que nous les médias on appelait les 4 fantastiques, Mathieu Blanchard, Aurélien Dunant-Pallas, Thibaut Garivier ou encore Baptiste Chassagne,
Montagne, dit le fougueux lyonnais. La tension était palpable avant le départ. Mathieu arrivait après une saison 2023 compliquée et sans avoir couru, mythe d'Ossard en 2024. Aurélien en pleine forme après ses victoires à la Hard Rock 100 et à la Diagonale des Fous, cherchait encore à conquérir Annecy. Voilà, il est souvent habitué aux deuxièmes places. Quant à Thibaut et Baptiste, ils se positionnaient comme des outsiders sérieux, prêts à exploiter la moindre faille entre ce duel de favoris. Adrien, face à un tel alignement de talents, est-ce que tu t'attendais à une course aussi pleine de rebondissements avec des scénarios quand même, on n'attendait pas forcément un duel entre Thibaut et Mathieu, où tu étais certain que c'était plié d'avance et que c'était joué quoi? Non, je pense que celui qui disait que c'était plié d'avance, je pense que c'est un beau menteur parce que franchement, quand tu as 4 athlètes comme ça au départ, c'est quand même des athlètes qui, chacun, lors de leur dernier UTMB, qui ont fait un top 10 aussi. Donc c'est vraiment des talents extraordinaires de l'ultra. Maintenant, c'est la course d'un jour. C'est un ultra, mais un petit ultra. C'est un ultra très rapide. Et donc justement, il faut allier beaucoup de qualité en fait sur ce type de course. Ce côté résistance, mais ce côté aussi vitesse, mine de rien. Et parce que quand on voit que ça se gagne aux alentours de 12 km/h, c'est que quand même... c'est incroyable. Pas de 12 km/h, 10 km/h. Oui, 12 km/h, c'était pour le championnat d'Europe. Mais c'est le championnat d'Europe. Mais là, on est à plus de 10 de moyenne, 10 sur un parcours pas roulant. Pas du tout roulant, boueux. Et c'est vrai que non, on est vraiment sur Quelle course. Une course qui allait poser pas mal de rebondissements avec des athlètes qui ont des qualités différentes. Donc je pense qu'ils ont il y en avait 4 au départ. Et ils font un 2, 3, 4. Donc ils ont... Oui, c'est vrai. Sur ça, il y a ceux qui étaient attendus ont répondu présent. Et chacun avec leur qualité. Alors dès le départ et jusqu'au 20e kilomètre, c'est Vincent Bouillard qui a pris la tête de course. Alors ce coureur, il a passé 5 ans aux États-Unis. Du coup, c'est vrai qu'il était un petit peu sous les radars. Mais c'est quand même un adversaire redoutable. Maintenant qu'il est revenu en Europe, je pense qu'on va entendre de plus en plus parler de lui parce que je pense qu'avec il est parti très vite. Et je pense qu'il se sentait très en forme. Mais à mon avis, on va entendre parler de lui dans les prochaines années. Cependant, sous la pression de Mathieu Blanchard, il a quand même perdu du terrain, Vincent. Mathieu a pris les commandes de la course un petit peu avant Doussard. On s'attendait à voir Aurélien très agressif dès le départ, car on sait qu'il aime dominer ses courses du début à la fin, comme il l'avait fait à la Hard Rock ou à la Diagonale des Fous. D'ailleurs, on l'avait reçu dans l'épisode de la Diag. Il nous avait confié que lui, il préférait plutôt être chassé plutôt que chasseur. Pourtant, samedi, il a opté pour un changement de stratégie assez différent, avec un départ prudent avant de relancer justement très fort dans la deuxième partie de course, là où peut-être il pensait exprimer mieux ses talents par rapport à ses autres poursuivants. Mais voilà, ça n'a pas suffi pour revenir sur les leaders. Peut-être qu'on a tendance à penser que Mathieu est un coureur rapide et pas très bon techniquement, mais c'est peut-être pas forcément une bonne analyse. Ouais, non, je pense que c'était pas assez technique pour pouvoir mettre en danger Mathieu là-dessus. Maintenant, c'était aussi pour entraîner aussi Mathieu. Je connais la tactique qui était en place et c'était justement d'être en tant qu'observateur jusqu'à Doussard ou juste un peu avant si jamais ça se dévoilait. Mais c'était être observateur. Par contre, on avait analysé pendant la reconnaissance qu'on en a fait ensemble que la côte en fait de la Forclaz, il y a 700 mètres de positif qui est un très long faux plat montant. C'était vraiment sur ses qualités et le but du jeu était d'accélérer là-dedans pour montrer en fait pour faire mal en fait aussi aux concurrents. C'est exactement ce qu'il a fait. Et après, par contre, ce qui est très surprenant, c'est comment en fait Thibaut arrive à revenir en fait à ce moment-là, parce que ça fait quand même un moment où ils étaient tous les deux et où c'était quand même tendu. Et là, comment il arrive à revenir. Et c'est là où Mathieu m'a surpris et m'a impressionné de cette auto-analyse qu'il fait au milieu de la course, à se dire quand tu es en tête et que tu as un coureur qui revient, te dis mince, il est meilleur que moi. Et c'est là où justement il va m'en mettre une. Et tout le monde d'ailleurs, tout le monde a vu Mathieu perdre à ce moment-là. Bien sûr. Et c'est là où il a été fort. C'est qu'en fait, il s'est dit, et on en a parlé juste à l'arrivée, et il me dit, du coup, je me suis dit que vu que je l'avais lâché avant, du coup, là, je me dis qu'en fait, il a dû vraiment faire l'effort pour revenir, et je vais être patient. Et il patiente, et c'est dans la dernière montée où il analyse le rythme et la force en fait de Thibaut pour pouvoir en fait en remettre à ce moment-là. Et je trouve en fait cette force mentale et cette intelligence
qui m'a vraiment impressionné de la part de Mathieu. Ouais, il s'est pas laissé impressionner. Pourtant, Thibaut Garivier il nous a vraiment offert une course exceptionnelle, hein, franchement, avec une préparation perturbée, avec une vie professionnelle chargée. Il a indiqué il y a 10 jours qu'il n'était pas sûr de prendre le départ. Bon, Thibaut, c'est un grand compétiteur. D'accord, voilà, on l'a vu encore ce week-end. Je pense que les athlètes de haut niveau, quand ils prennent le départ, ils savent quand même, ils savent ce qu'ils font. Mais voilà, le fait est que c'est quand même un médecin. Il a une vie intense, c'est quand même assez impressionnant. Comme tu dis, il a réussi à revenir à Menton sur le ravitaillement. Mais voilà, dans les parties descendantes, en plus, il connaît très bien le parcours. Mathieu s'est quand même montré supérieur techniquement, quoi. Ça, le match était assez plié. Alors, Mathieu Blanchard, tu l'as dit, il revient très fort après une saison 2023 pleine de défis. Plus récemment, il a aussi été victime d'une vague de harcèlement suite à sa participation à la patrouille des glaciers. Et c'est vrai qu'il a répondu très très fort sur ça. Je sais que tu le coaches aussi, donc voilà, c'est depuis janvier prochain. Comment tu perçois justement ses qualités? Alors on va le recevoir dans la partie 2 de ce podcast, on lui posera la question, mais c'est bien d'avoir un œil extérieur. Est-ce que tu penses encore que ensemble vous allez pouvoir aller encore au-delà de ce qu'il est capable de faire aujourd'hui? J'espère arriver à lui amener peut-être le petit truc qui va lui permettre d'aller chercher une grande victoire rapidement. J'espère. Après, c'est quelqu'un qui se connaît aussi très très bien, Mathieu, qui avait l'habitude de se gérer aussi lui-même. Mais j'espère pour pouvoir lui apporter. Je ne vais pas tout lui révolutionner, et c'est absolument pas mon souhait et ma prétention. Mais j'espère pouvoir essayer de lui amener le petit truc qui lui manque. Mais après, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est médiatique, en fait, qui est très médiatique, de par le côté aussi télé qu'il a eu avant. Puis il aime ça, c'est un coureur qui prend du plaisir mais bien sûr. À communiquer. Après, maintenant, c'est quelque chose qui peut être risqué aussi, et de s'exposer là-dessus. Alors, je sais que toi, t'aimes pas, c'est normal, tu as ton prisme de l'entraîneur. Alors, je pense qu'effectivement, il faut mettre des hauts là. Et nous, dans la tête d'un coureur, on a une vision quand même très sportive parce qu'on respecte les sportifs. Et je pense qu'avant les compétitions, il ne faut pas solliciter les athlètes. Nous, on échange aussi beaucoup avec les marques. On refuse systématiquement toutes les interviews. Déjà, en plus, c'est des mauvaises interviews. Franchement, j'en ai fait très rarement et à chaque fois, je l'ai regretté. Donc maintenant, j'ai dit à mon équipe, c'est fini, plus une seule interview avant les courses. Parce que c'est pas le moment, il ne faut pas embêter les athlètes. Mais néanmoins, aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue beaucoup. Moi, je parle souvent des entraîneurs. Alors, Mathieu n'a pas ce problème, dans le travail, pas de problème, mais des fois, je vois des entraîneurs qui refusent sollicitation média. Il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse parce que c'est aussi appauvrir l'athlète. Aujourd'hui, il faut une présence, il faut être professionnel, donc il faut des sponsors, il faut des partenaires et ça fait partie aussi du jeu médiatique. Donc, je pense que ça passe surtout par une meilleure sélection, s'inspirer du monde du foot. Kylian Mbappé gère très bien ses réseaux sociaux, Jimmy Gressier aussi, je pense que c'est des gens qui savent très bien gérer leurs réseaux sociaux, qui contrôlent leur image, qui choisissent vraiment avec soin. Mais il y a un bon dosage parce que j'entends les coureurs qui me disent moi je veux courir, je suis coureur, je veux courir, je veux pas faire des réseaux sociaux. Je l'entends, mais aujourd'hui c'est des professionnels et un auteur, un écrivain a envie d'écrire des romans, il a pas envie de répondre, mais il doit le faire. Un musicien a envie de jouer de la guitare ou chanter, il a pas envie de faire mais il doit le faire. Ça fait partie aussi de la professionnalisation de ce sport. Et donc voilà, et ça c'est de l'accompagnement. Je pense qu'il faut être bien accompagné. Donc voilà, je tempère un petit peu, mais c'est important parce que des fois je vois des athlètes, surtout sur cross, tu vois, où j'ai des entraîneurs qui refusent. Et honnêtement, je dis mais vous appauvrissez en fait votre athlète parce que là, gagner un titre, il faut qu'elle soit devant médiatiquement, quoi. Et non, il faut. C'est pour ça que ce week-end, c'est la première fois où la FFA justement a attribué en fait une attachée de presse aussi, Mélanie, qui est venue avec nous tout le temps pour justement expliquer aussi aux athlètes qu'elle était là pour sélectionner les médias et sélectionner les temps de médias pour pouvoir les rendre visibles. Les partenaires aussi, les mairies, les maires, les machins. Ça aussi, ça prend du temps, serrer les paluches. Mais ils en ont besoin pour pouvoir vivre aussi. Et maintenant, être pro, c'est s'entraîner, mais c'est aussi avoir ce côté communicatif, en fait, et ils sont obligés de le faire. Après, c'est vrai que ce qui m'agace moi un peu, c'est pas que l'athlète passe du temps en fait sur les réseaux. Et comme le fait Mathieu, il est très très pro là-dessus. Maintenant, c'est surtout les gens qu'il y a derrière. Les gens qui sont à critiquer à tout ça, parce qu'en plus, ils sont derrière leur téléphone, leur ordinateur, et qui commencent à pourrir les gens alors qu'ils ne les connaissent pas. Ils ne savent absolument pas ce qui se passe derrière, qui voient juste ce qui est mis sur la toile et qui n'est pas toujours, où on met ce qu'on veut sur la toile, et qui sont toujours à insulter en fait les athlètes, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte en fait, alors que souvent ça part sur
juste sur de la jalousie, souvent sur un sentiment de jalousie. Sur l'ignorance, surtout. C'est des gens qui n'y connaissent rien et qui pensent... Et pour moi, voilà, je suis désolé d'être aussi radical, mais je classe souvent ça dans la catégorie des idiots. Mais ça fait beaucoup de mal aux athlètes. Et ça, c'est ce qui est vraiment pas bien, quoi. Et surtout, Mathieu, malheureusement, c'est l'un qui prend les plus chers, parce que c'est vrai, il dénote, il a un profil un peu différent. Ça, c'est pas forcément bien perçu par tout le monde. Nous, on voit, on modère, on supprime les insultes, mais d'autant plus que c'est un grand champion qui a des qualités athlétiques incroyables, qui est humainement aussi, c'est quelqu'un, alors je parle pas de gentil et de méchant parce que ça veut rien dire, ça, tu vois, on a tous des facettes de personnalité. Par contre, c'est quelqu'un de bien élevé, de poli, qui remercie le public, qui passe du temps avec les gens, qui est très bien élevé, et c'est pas le cas de tout le monde, et des fois il y en a qui ont de très bonne presse et qui sont très appréciés du public, mais qui n'ont pas cette éducation. Et Mathieu, je trouve que vraiment c'est injuste, parce que s'il y a bien quelqu'un d'humain, de talentueux et qui mérite le respect, c'est lui. Je comprends pas comment on peut insulter pour des gens qui n'y connaissent rien, quoi. Non, c'est quelqu'un de très bienveillant, qui est mais voilà, c'est en fait comme tu le dis, c'est quelqu'un qui peut dénoter sur certains trucs, mais à un moment donné, il y a quoi, il y a un profil de trailer. Non, ça n'existe pas, il n'y a pas un profil de coureur. Donc à un moment donné, ça s'appelle la tolérance, c'est tout. Et la tolérance, ça devrait être une des premières qualités dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que moi, j'ai plein d'athlètes, j'en ai pas un qui est le même que l'autre. Et ils sont tous différents. Maintenant, c'est à moi de les accepter comme ils sont et à trouver en fait la bonne façon en fait de les coacher dans leurs différences. Et c'est ce qui en fait leur richesse. Donc de là, en fait, à justement être intolérant de tout, parce que soi-disant, c'est... Surtout des gens qui prônent l'esprit de trail, des fois, la bienveillance, tu vois, c'est toujours que dans un sens. L'esprit de trail, c'est quoi l'esprit de trail ? Me lance pas sur ce sujet. Alors, je te propose maintenant qu'on passe à la rubrique d'actualité, parce que voilà, on est un peu en début de saison, alors saison d'été, estivale, et on parlait de l'UTMB tout à l'heure. Donc voilà, parlons un peu de ce début de saison riche déjà en... Voilà, on a eu ces gamins avec le retour de Kilian Jornet. Son équipe nous avait annoncé qu'il était en excellente forme, qu'il avait réalisé ses meilleurs temps, les meilleurs segments à l'entraînement. Alors on y était, nous en Espagne, on a vu toute sa team. Ils y sont pas allés avec le dos de la cuillère, Vraiment, ils nous ont fait comprendre qu'il était super. Alors moi, ça m'a mis la puce à l'oreille. C'est bizarre quand même. Tu vois, je dis, quand tu veux absolument prouver que est-ce que vraiment c'est vrai, j'avais un petit doute. Il m'a calmé tout de suite, parce que j'ai vu ce qu'il a fait. Ces gamins, c'est impressionnant. Il a éclipsé tous ses concurrents. Il y avait du beau monde, pourtant. Les Kenyans, il y avait Elozine aussi, qui est quand même un coureur aussi exceptionnel. Il a montré que ça restait quand même le GOAT du trail. Adrien, est-ce que toi, tu es un peu surpris, admiratif de la longévité impressionnante de Kilian Jornet aujourd'hui, qui après peu de compétition revient aussi fort, calme tout le monde, siffle à la fin de la récré, quoi. On a l'impression comme ça, c'est dingue ce qu'il fait. Ouais, il revient, il y a peu de compétition, mais il n'a pas rien fait derrière. Il s'est testé lui-même aussi, parce qu'il se connaît par cœur. Il s'est testé aussi. Il l'avait publié sur Strava, sur un de ses derniers justement un peu marathon trail qu'il a fait aussi, sur un chrono stratosphérique. Il joue beaucoup aussi, on le souvient aussi de je vais bien, je vais pas bien, je suis en forme, je suis pas en forme. C'est pour ça, il sait se préparer, il se prépare. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est que il marche, il va aussi vite qu'avant. Maintenant, il y a une chose aussi qui trompe pas, c'est qu'il en fait beaucoup moins qu'avant aussi. Et pourtant, il charge, tu as vu ses entraînements. Il fait moins de compétition parce qu'il vieillit aussi. Même Kilian a le droit de vieillir. Et il vieillit aussi. Forcément, il va encaisser moins. Il fait moins de voyages. C'est ce qui fatigue également. Donc je pense qu'il maintenant, en vieillissant, c'est là où il est très intelligent, c'est qu'il cible. Avant, il avait beaucoup de cibles. Maintenant, il cible vraiment ses objectifs. Et en général, quand il arrive, c'est pas pour passer à la trappe. Oui, c'est vrai qu'il court beaucoup moins qu'avant. Après, c'est un coureur qui charge beaucoup, mais il me l'a expliqué. Il me dirait, on en a parlé pendant l'émission, on a eu la chance de le recevoir, on a parlé aussi un petit peu hors caméra. Il me dit, mais l'entraînement que je fais, c'est pas forcément le plus efficace sur moi. Je sais que je suis plus puissant quand je fais du spécifique, quand je fais des allures, quand je fais de l'intensité. C'est là où je me sens le mieux. Mais quand je fais ça, je me blesse. Et donc, je suis obligé de faire plus de volume, moins déchargé avant les compétitions, parce que je peux pas faire autant d'intensité que j'aimerais, parce que je suis un petit peu fragile. Et ça, peut-être qu'il paye aussi sa fougue d'antan. Je pense que oui, il a quand même, il a encaissé quand même beaucoup de choses. C'est tout ce qu'il a fait, que ce soit en ski, en course, en alpinisme. C'est le corps. Il y a pas grand monde, pour pas dire personne, qui est capable d'encaisser autant. Et donc forcément, à un moment donné, oui, il garde quand même un petit côté humain. Et ça te rassure quand même. Et voilà. Et donc du coup, il est obligé de cibler un peu plus et de trouver un équilibre dans son entraînement pour pouvoir savoir en fait ce qui passe et ce qui passe pas. Et c'est là où il se connaît par cœur. Ouais, c'est impressionnant la connaissance qu'il a de lui. Puis voilà, c'est un garçon très intelligent aussi. Mais de toute façon.
dans tous les sports, si tu regardes le top mondial de tous les sports, hein, c'est souvent les athlètes les plus intelligents qui performent. Hein. Un Federer au tennis, je suis sûr un Kylian Mbappé est loin d'être très très bête. En athlétisme, Jimmy Gressier, alors voilà, il a une intelligence particulière, mais c'est quelqu'un de très brillant aussi, qui a une intuition très très forte. Et voilà, et tous les athlètes très forts sont des athlètes très intelligents. Ça, on dit souvent que c'est les jambes ou la tête, mais croyez-moi, c'est mal connaître. Hein. Dans le haut niveau, c'est tous des gens très 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 intelligents. On annonce un duel maintenant parce que Kylian va continuer. Alors sur le circuit court, c'est Sierzinal, le duel tant attendu. Kylian Jornet, Rémi Bonnet. Là c'est dur de savoir qui va l'emporter, mais c'est une course qui est très attendue. Toi, comment tu vois un peu ce choc des titans? Après, Rémi a annoncé beaucoup d'années aussi à Sierzinal, il n'a pas souvent gagné. Donc mais c'est un coureur aussi, l'un des meilleurs du monde. Hein. Bien sûr. Toutes disciplines confondues. Hein. Bien sûr. Mais sur une course comme ça, avec autant de densité et sur plus de 30 km, eh bien, il n'est pas hors norme par rapport à d'autres, comme on peut avoir certains Kenyans, comme quand on peut avoir Kylian, comme quand on peut... Et donc... voilà, moi j'ai ma petite idée, mais... Ah bah il faut que tu te mouilles un peu là, ça va, c'est pas des Français, tu peux te mouiller un petit peu. Non, c'est vrai que pour moi je vois pas Rémi Bonnet sur Sierzinal, je parle. Hein. Si ça serait sur un 20 km, ça serait différent. Hein. Mais sur Sierzinal, je vois pas Rémi Bonnet venir embêter jusqu'à la dernière descente Kylian. Bon malheureusement moi je pourrais pas y être. Bon, c'est une bonne raison parce que c'est la veille du marathon olympique. Bon, c'est pas de chance, mais je vais quand même suivre ça de près. Alors Kylian ne sera pas au départ de l'édition 2024 de l'UTMB, même s'il n'exclut pas un retour sur la course autour du Mont Blanc dans les prochaines années. D'ailleurs, un peu ton avis sur ce qui s'était passé, tu sais, avec ce boycott qui n'en est pas vraiment un. Voilà, c'était quoi ta perception? Alors bon, je trouvais ça assez curieux quand on est... Voilà, je veux pas trop rentrer dans la polémique parce que je pense que chacun a sa petite vision des choses. Après, je pense que il faut pas non plus cracher dans la soupe quand on l'a bu toute sa vie. Donc voilà, c'est juste. Après, c'est pas un boycott. L'idée, c'est de se dire que les succès des courses, les athlètes sont assis sur une branche. Tu vois, il faut pas scier la branche sur laquelle on est assis. Ce que je pense, c'est que les courses sont aussi très populaires parce qu'il y a des athlètes, parce qu'il y a des médias qui viennent aussi couvrir cet événement-là. Et que c'est vrai que il faut aussi savoir bien gérer, bien traiter tout le monde les uns et les autres, ce que fait quand même, je trouve moi en tout cas assez bien l'UTMB. Mais voilà, c'est même je regardais un documentaire dans Animalier, tu vois, et puis sur les grands singes, et même le singe le plus fort de temps en temps, il fait un peu semblant, tu vois, quand il se bagarre avec les autres, de tomber. Donc même c'est sur le rapport de force, il faut aussi des fois c'est pas parce qu'on est une course aussi emblématique mais je pense que l'UTMB pour le coup gère quand même bien sa barque, mais il a dit il faut aussi diversifier, il faut aussi il n'y a pas que l'UTMB, c'était ça aussi le message. Non, bien sûr, il n'y a pas que l'UTMB. Après maintenant je pense que l'UTMB c'est ce qui a permis aussi à ce sport de grandir. Alors après bien sûr il y en a plein qui vont dire oui mais du coup il a trop grandi, il est sorti d'eux, mais en fait c'est ce qui permet aussi à faire connaître beaucoup de monde, ce qui permet à beaucoup de monde de rêver. Parce qu'on voit beaucoup de coureurs amateurs qui rêvent de l'UTMB. Il y en a beaucoup. Donc il faut pas... bien sûr que je peux peut-être pas être d'accord sur tout ce que fait l'UTMB à certains moments, mais il y a des choses sur lesquelles je pense qu'il faut aussi remercier l'UTMB. Évidemment. Et puis, même quand on parle d'écologie, j'aimerais bien que tous les sports soient aussi peu éco-responsables que l'UTMB. On en reparlera tout à l'heure justement de cette question-là, parce qu'il y a aussi une petite actualité, notamment avec le marathon du Mont Blanc. Mais voilà, l'UTMB, évidemment, c'est une course qui a énormément contribué au succès du trail, du développement, de la professionnalisation aussi des athlètes. Donc voilà, il n'y a même pas de débat par rapport à ça. Et puis... Bon, après, c'est toujours l'arbre le plus grand de la forêt qui prend la foudre en premier. Voilà, j'aime bien les métaphores aujourd'hui. Alors, cette année, même s'il n'y a pas de Kylian, grosse densité, Jim Wemsley devrait revenir défendre son titre. Germain Grangier aussi. Moi, je crois beaucoup en Germain Grangier. On va parler parce que on en reparlera tout à l'heure un petit peu, mais je pense qu'il faudra le suivre de très près. Tom Evans, Peter Endal, Jonathan Albon aussi, Dakota Jones peut-être aussi devrait prendre part. Aurélien Dunant-Palace aussi, qui voudrait pourquoi pas aussi y rêver, y croire un petit peu. Arthur Joyeux-Bouillon, peut-être même Mathieu. La densité là, ça va être quelque chose en 2024. Ouais, ça va être difficile de faire le pronostic, mais c'est sûr que oui, il y a un plateau qui est extraordinaire. Je pense que si tous arrivent à vraiment arriver en forme en fait ce jour-là,
ça va offrir une belle battle en fait sur Chamonix et ça va être vraiment chouette à suivre. Et je pense qu'on va avoir avec une course avec très peu d'écart, une course absolument pas pliée d'entrée et où il va y avoir des rebondissements et à mon avis ça va être passionnant. Ouais. Et alors, tu penses à un doublé de Jim? Est-ce que Tom va réussir à briller? Peter, Dakota aussi, du côté de nos Français aussi, on aura quand même pas mal de beaux noms. Si tu devais parier un petit peu? J'ai posé la même question à Kylian Jornet, si tu devais parier 100 000 € sur le prochain vainqueur. Alors lui m'a répondu Peter, Jonathan et Dakota, parce que c'est aussi ses copains. Toi, tu vois qui? Mais il a répondu à la question. Je vais le faire au sentiment aussi. Du coup, moi je vois Mathieu. Alors Mathieu, il n'est pas sûr de le faire. Il n'est pas sûr de le faire, peut-être. Ouais. Donc du coup, je pars du principe qu'il va peut-être le faire et que je mise Mathieu. Germain Grangier à suivre, parce que Germain, moi je le suis depuis longtemps. Alors, c'est vrai que c'est un coureur qui ne cesse de progresser. Tu vois, il se remet dans le classement. Je l'ai suivi à l'UTMB, j'ai suivi à la Diagonale des Fous. Physiquement, il n'a pas l'impression d'être encore à fond de ses capacités. Il arrive assez frais. En tout cas, c'était flagrant. Sur les courses, c'est vraiment celui qui arrive le plus frais. Ses gestions de course aussi, il est dans une maîtrise totale. Je pense que c'est quelqu'un qui a les compétences. Alors, ce sera ça cette année, peut-être pas, mais qui a largement les qualités pour gagner un UTMB. Moi, je le vois vraiment gagner un UTMB, Germain Grangier. Je pense qu'il va continuer à exploser. Très rapide, très technique, intelligent. Il sait ce qu'il fait dans les ravitaillements, très précis. De l'humour, il gère bien les médias. Pour moi, c'est un futur. C'est un peu comme Mathieu, sur ses premiers, deuxième UTMB. Je pense qu'il... Oui, Germain, il progresse énormément. Il prépare que ça toute l'année. C'est vraiment son objectif. L'UTMB, donc là quand on parle d'athlète qui cible, alors lui il cible vraiment très très bien et il est très intelligent. Maintenant il y aura plein d'aléas et le jour J, est-ce que toutes les planètes vont s'aligner pour lui? Je lui souhaite. Maintenant c'est impossible de dire maintenant oui je lui souhaite parce que c'est un super gars Germain et je pense que dans toute sa préparation, avec tout ce qu'il fait il mérite bien sûr. Après, maintenant, de dire qu'un de ces grands athlètes ne mérite pas, on ne peut pas dire ça. Ils préparent vraiment bien cet objectif tous, ils ont tous ça en tête. Donc c'est bien sûr que ça serait bien que ça soit Germain, mais voilà, c'est parce que on voit aussi le côté chauvin que l'on est. Oui, moi je reste français, voilà. Je soutiens les Français avant tout. Ça, voilà. Même s'il faut que je sois objectif, mais ça m'empêche pas d'apprécier quand même la performance des autres. Voilà, ça a ses limites. Le sport quand même dépasse tout. Alors, en restant un peu sur l'UTMB, on reste dans l'actu trail. L'UTMB a annoncé récemment renforcer son plan de lutte antidopage. Ils étaient déjà engagés dès 2023 dans ce combat, mais le groupe la UTMB va intensifier ses efforts. En 2024, ils ont annoncé 100 000 € qui seront investis pour garantir des courses éthiques et justes. L'objectif est évidemment de systématiser les contrôles à grande échelle lors de ces événements et pour cela ils s'associent à l'agence internationale de testing ITA. Alors on le sait, parce qu'on a un peu d'expérience aussi, parce que sur le dopage dans la fédérale, c'est pas forcément sur les grandes courses que les athlètes, c'est aussi les contrôles hors championnat, dans les préparations, les stages, c'est là où il faut aussi contrôler, parce que les athlètes savent aussi qu'ils se font contrôler dans les grands championnats, donc c'est bien de contrôler le jour J, mais il faut aussi faire des contrôles inopinés, ça me semble évident. Donc voilà, mais en tout cas, il faut saluer l'effort, il faut saluer aussi la communication, parce que c'est vrai que les courses n'aiment pas forcément toutes, de jouer la transparence, dire que nous on va faire le combat, et je trouve que c'est bien de voir l'UTMB prendre une parole sur ça. Et puis surtout, cette annonce a fait suite à un contrôle positif d'un diurétique, d'un trailer norvégien qui était un peu rattrapé par la patrouille en février dernier. Malheureusement, Adrien, le trail, il n'est pas épargné par les problèmes de dopage, bien au contraire. Et il faut commencer cette guerre parce que ça peut faire des ravages. Et malheureusement... avec la densité, les sponsors, les enjeux financiers, aujourd'hui, il faut que l'UTMB, c'est un événement international, en tout cas la lutte antidopage sur ces grands événements sportifs, pas que l'UTMB, s'aligne un peu avec les autres événements grands sportifs. Il y a un petit peu du retard, je trouve, dans la lutte antidopage. Et il y a aussi bien chez les amateurs, il y a malheureusement des dérives. Non, c'est sûr que c'est très 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 bien, c'est une très bonne chose. Nous le voit même sur chaque stage, par exemple en équipe de France, on est contrôlé. On a des contrôles tout le temps. Et je trouve ça très très bien. Et il n'y a jamais eu un qui a ronchonné pour pouvoir aller faire pipi dans un bocal ou se faire prendre un cheveu. C'est vraiment, tout le monde est content de montrer qu'en fait, ils sont sains. Et maintenant, je pense que c'est une très bonne chose parce que je pense qu'il ne faut pas que ce sport soit gangréné.
C'est un sport qui, comme tu le dis, apporte, oui, de plus en plus d'argent. On peut maintenant en vivre pour les vraies élites. Mais il y a aussi le côté gloire. Hein. Moi, je dis toujours, souvent on me dit, ouais, mais il y a de l'argent, du coup, ça attire le dopage. Non, attends. Ce qui attire le dopage, la première chose, c'est la gloire. Et dès qu'il y a de la lumière et qu'en fait, tu peux rentrer dans la lumière, cette gloire-là peut justement pousser la triche. Et même la gloire dans son bureau de travail, au bureau et auprès de sa famille, parce que des coureurs amateurs qui se chargent, c'est juste pour bien figurer à la machine à café. Faut pas croire que la gloire, c'est très relatif, c'est très individuel. Exactement, et c'est là où je voulais en venir aussi, c'est que certes, il faut contrôler les élites, mais je pense que majoritairement, on a plus d'élites sains que des fois en cœur de peloton. Parce que c'est vrai qu'on a des gens en cœur de peloton qui vont s'auto-médicaliser, qui vont prendre des choses justement pour pouvoir avoir cette sacrée polar finisher en fait. Et le lundi au travail, ça fait c'est très très bien. Et je pense qu'à un moment donné, ce qui serait vraiment génial, c'est qu'on ait justement cette politique justement contre le dopage qui soit bien sûr faite sur les élites pour pouvoir justement avoir une course saine et d'avoir des résultats sans personnes qui tombent derrière pour pas justement entacher la course, entacher le sport, mais aussi que l'on puisse faire quelques contrôles milieu de peloton, vraiment au hasard. Et je pense que ça serait intéressant. Ça serait vraiment très intéressant. Puis il y a des questions de santé publique aussi. Bien sûr. De toute façon, faire attention. C'est pas pour gagner de l'argent ou pour gagner la course que certains en font dans le peloton, mais il y a des vrais cas en fait, des vraies problématiques en fait que l'on peut avoir en s'automédicalisant en fait dans le peloton. Bon écoute, merci beaucoup Adrien d'avoir pris le temps de nous discuter de tout ça. C'était un plaisir de te revoir et de bénéficier de ton analyse. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve sur une prochaine course. Et puis pour nos auditeurs et auditrices, rendez-vous tout de suite dans la partie 2 de ce podcast puisqu'on va recevoir Mathieu Blanchard, Camille Brua, bref. Une émission à ne pas louper. Vous êtes gâtés, 2 épisodes pour un seul lundi. À tout de suite dans la partie 2.